Merci beaucoup, Amour, de l'invitation d'abord. Merci à vous tous et toutes de me consacrer un peu de ce qui me reste d'attention. Donc, je ne suis pas le spécialiste de l'écriture inclusive. Je l'ai pas assez. Mais je m'intéresse aux chicanes linguistiques et donc forcément, l'écriture inclusive a attiré mon attention. Donc, j'ai intitulé ma communication l'émergence de néologismes inclusifs dans des articles scientifiques. De quoi est-ce que je parle exactement? Alors, je suis Escovan, je suis tribunal attaché de fiction. Au sens figuré, l'émergence, apparition généralement soudaine d'un fait, d'un état de fait d'ordre social historique. Oui, c'est bien ce qui nous intéresse ici. De quoi je parle quand je parle de néologisme inclusif? Je parle pas des pronoms, en fait, ce sont des néologismes inclusifs et je vais m'intéresser ici euh, au, euh, au double fusionné, genre autoriste, mais aussi, je l'avais des cas comme tel, donc néologiste. Article scientifique. Alors, je suis vraiment en mode observation et exploration, donc n'attends des fois des données quantitatives convaincantes ou des analyses très approfondies. Je me suis promenée dans Érudit, sur le plateforme Érudit, parce qu'en fait, en tant que lectrice d'articles scientifiques, j'ai commencé à voir apparaître des formes qui me semblaient marginales. En tant que directrice de numéro, j'ai eu à me pelleter avec certains auteurs qui résistaient et qui voulaient innover. Et on en est venu à des débats et à des résolutions de problèmes pour un numéro qu'on prépare ensemble, où là, chaque auteur pouvait décider de ce qu'il faisait, parce que c'est lui qui signait et c'est lui qui décide. Et donc, on voit une explosion de la norme dans le milieu scientifique. Et je me suis dit, il me semble que c'est assez rare que ce soit dans le milieu scientifique qu'on voit des innovations linguistiques. D'habitude, les textes scientifiques, ils offrent leur contenu. Et là, c'est vraiment pour la forme, quel que soit le contenu, je n'irai pas jusque-là, mais quand même, c'est vraiment la forme qui se démarque. Donc, tiens, je vais voir ce qui se passe. Alors, vous connaissez sans doute Enedi, plus de 200 000 documents, c'est là-dessus que je voulais insister. Donc, c'est un organisme, un consortium universitaire qui se dit canadien, mais en fait, c'est l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'UQAM qui se sont mis ensemble. C'est des textes en français et en anglais, je vais m'intéresser aux textes en français, publiés au Canada, donc français, qui peuvent avoir été écrits par toutes sortes de monde, parce que finalement, il y a des collaborations entre les chercheurs. Alors, 200 000 documents. Ma petite recherche exploratoire touche à peu près 250 articles. Donc, c'est, je sais pas comment dire, moins de 12,5 dixièmes de 1%. Donc, on s'entend qu'on est dans la marge de la marge. Et ça fait partie de la réflexion aussi, comment ça se fait que cette marge marginale fait longtemps réagir, parce qu'on n'est vraiment pas en train de voir un bouleversement de la langue à ce point-là. Mireille parlait des lettrés, on en parlait plus tôt ce matin, même chez les scientifiques, c'est encore pas la révolution. Et il dit c'est spécialisé en discipline de sciences humaines et sociales, arts et lettres. On n'est même pas en physique, chimie, sciences 2, où on voit apparaître un peu le phénomène ronron et mettons. Mais bon, c'est le sujet de la semaine, on va s'intéresser à ce sujet. Ouais, ça marche. Voilà. Ça y est? Non. Ah, bon, alors, bon, on est allés tous, là, c'était Posselmy et Petit Régulier. Donc, les doublets pauvres, les doublets abrégés, les doublets fusionnés et la neutralisation avec personne. J'ai des commentaires et des critiques à faire pour tout ça, mais je vais m'intéresser, comme je vous disais, aux doublets fusionnés. Alors, j'ai commencé par chercher, très innocemment, chercheuse et auteuriste, Castris pour un papier pluriel dans Érudit. Et ça a été mon corpus de travail. Donc, en cherchant ces deux mots-là, forcément, il y en a plein d'autres qui sont sortis, mais je n'ai pas essayé de passer un tamis très serré pour avoir exactement toutes les formes qu'Hélène avait dit, mais seulement un mot en prenant d'autres, je suis quand même tombé, là, il y en a 19 formes
Donc, c'est des masculins en tort qui deviennent tristes et en heure qui deviennent heureuses, qui sont fusionnés. Donc, imaginez-vous la graphie avec le comédien et vous enlevez le poinésien. Donc, c'est dominant pour les eurisques. Et on voit que c'est Autoris qui domine avec 85 articles, donc pas 85 occurrences, c'est ce qui permet d'avoir plusieurs occurrences dans le même article. Donc, on a des actrices, des lectrices, des travailleuses. J'ai une difficulté à mon dîner, moi là-dedans, mais c'est la proposition spectatrice. Les airs sont nettement plus rares, donc on a quelques auteurs, quelques traducteurs, mais sans rien en plus. Et il y a des cas, certains disaient agriculteurie, c'était le cas typique. Bon, il n'est pas dans le... Ça peut dépendre des sujets abordés, mais ce sont quelques cas qui sont à ça de la base qui est dit pour l'instant. Alors, j'ai regardé, je me suis fait un sous-corpus, parce que déjà c'était trop, hein, avec tout ce qu'il y avait pour auteurisme, parce que je vais être sûr de ne pas avoir le même article deux fois, juste pour voir un peu comment ça s'aménage et quels types d'articles sont touchés. Mais avant d'aller dans mon corpus, je veux insister sur l'ocutaire qui nous amène à un autre type de réflexion sur la langue. Parce que l'ocutaire, j'ai mis 2 articles, il apparaît 18 fois, dans 18 articles sur ma plateforme Érudit, mais l'ocutaire est couramment utilisé comme synonyme d'allocuteur et donc toujours en collaboration ou en opposition avec l'occuteur. Donc, on a le locuteur et le locuteur, et donc, ce serait difficile de faire de locuteur un neutre de locuteur, puisque là, on aurait des problèmes de communication. Et donc, on trouve plein de textes jusqu'en 2020 où locuteur est utilisé avec locuteur. Donc, on a un exemple très clair ici. Lorsqu'elle concerne l'énonciation et modalités se situent dans la forme de locuteur et locuteur, il y a toujours une attitude du locuteur vis-à-vis du locuteur et non pas un choix dans la présentation de l'IS. Bon, alors je me suis dit, celui-là réglé. Et pourtant, alors, lui, évidemment, j'ai lu tous les articles pour voir chaque fois quel sens de locuteur était utilisé. Et j'ai quand même été étonné de trouver 2 textes où locuteur était utilisé comme neutre. Et dans les 2 cas, c'est des linguistes qui l'utilisaient. Donc, les linguistes engagés ou militants ou... bon, ça existe aussi. Alors, premier texte, Alexandra Dupuis, qui est cité dans la revue à Bavard. J'ai moi-même utilisé des formes inclusives lors de la rédaction de mon mémoire. En effet, j'ai utilisé le néologisme locuteur d'une personne qui parle une langue. Il faut que le locuteur ou locutrice, donc le bonheur ne te dépend du fait que ça peut avoir un sens. Donc là, c'est en mention. Donc, elle indique l'utilisation du dos, elle ne l'utilise pas dans le texte. Mais on a un autre texte d'Isabelle Leblanc qui, elle, l'utilise dans cette situation des locuteurs, des lots par rapport à initiatives à leur langue, ou bien elle exprime une certaine ambivalence comme celle-ci. Donc, on voit bien qu'on est dans de l'écriture inclusive. Alors, ça fait un premier questionnement dans la petite tête de linguiste en disant, est-ce qu'on améliore la communication? Est-ce qu'on nuit à la communication? Ou les mots sont relationnés? Qu'est-ce que c'est grave? J'ai beaucoup de questions, je n'avais pas de réponse à. Et donc, attendez, il faut trop d'attendre. Donc, mon sous-corpus d'autorisme, j'ai essayé de voir s'il y avait apparition et une multiplication. Alors, 2020, 2021, 2022, c'est assez tranquille. Ça commence à se manifester de façon plus importante en 2023. Et si ça a l'air de faiblir en 2026, c'est parce que dans dit, les articles apparaissent souvent quelques mois, voire une année après leur publication. Donc, ce ne sont pas des chiffres utiles pour ici pour 2026 pour l'instant. Donc, il y a 4 thèses aussi. Alors, donc, je disais 2023, ça commence à démarrer. 2024, on commence à avoir des études sur le phénomène puisque le mot apparaît en mention. Et donc, je disais 2026 aussi. Dans quel type de revue ça apparaît? Alors, Érudit a classé ses revues en revue savante ou en revue culturelle. Je n'ai pas remis en question sa classification, les géographiques. Donc,
Ça apparaît dans les revues culturelles suivantes. Et on voit que Liberté, Mollipus et Percé, juste ces trois revues-là, font monter la moyenne. Donc, Liberté, il y a 8 articles touchés, il est sur 6 numéros, alors que Percé, il y a 6 articles dans le même numéro. Donc là, il y a peut-être une influence de la personne qui dirigeait ce numéro, mais on ne peut pas dire que c'est une tendance de la revue, puisqu'il n'a eu que ces 6 numéros. C'est ce numéro-là, Blake Péché, et Moebius, on a 17 articles en 10 numéros. Donc là, on voit que c'est réparti un peu partout. Alors que du côté des revues savantes, il y en a beaucoup plus, donc moins par numéro, mais c'est à peu près équivalent à les culturelles et les savantes si on enlève les surreprésentations, par vrai, ni plus ni moins, ça va un peu partout. Donc, du côté des revues savantes, on a la revue du CREMIS, on parle du CREMIS, donc le centre de recherche, le centre de recherche d'études montréalaises en d'inégalité sociale, quelque chose du genre. Donc là, on a 20 articles en 3 numéros. Donc là, c'est vraiment 3 numéros qui sont complètement en écriture inclusive. Sinon, c'est assez faible dans chaque revue. Et donc, on a celui-là dont on va parler, quels articles, ou l'article, ou c'est le sujet qui est étudié dans cette invention, Méta, qui est une revue de traduction via aussi de invention, et TTR, et c'est le revue de langue, et à l'article, c'est invention. Donc, bon, c'est évidemment utile de faire la différence entre mention et usage, parce que si on dit je suis contre l'écriture inclusive et autorise ces fermes en feu, d'ailleurs, on a peut-être fait remplir la fréquence. C'est dans l'addition. Bon. Et c'est ce qui est arrivé à Yale, d'ailleurs, qui n'était pas très élevé dans les contextes. C'est quand tout le monde s'est mis à pas tester parce que Yale arrivait, on a vu les fréquences augmenter. Donc, il faut quand même des fois aller lire l'article. Faut pas s'en sauver. Bon. Alors, comme je vous disais, c'est de mon expérience vécue, c'est souvent des décisions d'auteur. Donc, il y a très rarement des indications qui sont données. Bon, par exemple, dans une note de votre page, dans la revue internationale de communication et socialisation, il y a 2 articles qui sont touchés et il y a une note de votre page premier. La rédaction de ce texte recourt à une écriture inclusive et là, on nous renvoie à l'Office, qui est assez limité dans son accueil de l'écriture inclusive. Et donc, je pense qu'on envoie l'Office pour la définition de l'écriture inclusive et pas pour les normes à adopter. Et là, on nous dit à face à des phrases, autrice et auteurice, ils sont employés comme équivalents. Ben là, pourquoi recourir à auteurice si ça vous jette un chose autrice, j'ai pas bon. Bon, mais les choses ne font pas, ça arrive évidemment. Il faut continuer d'avancer. Alors, autre cas, Talier du Sierra, Centre fatal universitaire d'études et de recherche de Touchdown. Ce texte applique les rectifications orthographiques de 90, donc c'est toujours en haut de la page, emploie des formes épicènes pour désigner des personnes sans avoir faire référence à leur genre. Les accords se font en suivant la règle de proximité, on nous dit laquelle, parce qu'il y a quand même des interprétations là-dessus aussi. Et le polynésien est utilisé lorsque aucune alternative épicène n'a été identifiée comme dans politicienne. Donc, c'est une revue qui porte sur les Autochtones. Quand on regarde les articles qui sortent, on voit beaucoup d'intersectionnalité, donc beaucoup de causes sociales, défense, des groupes discriminés, questions autochtones, femmes moins, j'en ai moins parlé, mais bon. Donc, c'est assez fréquent. Donc, je vous disais que Percy avait eu un seul numéro, et là, j'ai regardé dans le protocole de rédaction de la revue s'il y avait des indications. Souvent, il n'y en a pas, hein, ce qui est bon, peut-être que ça doit être les auteurs, mais il n'y a pas d'interdiction non plus. Mais donc, Percé, il nous explique est une revue savante francophone, semestrielle, pour sa cause en vivant. Mais dans l'indication du protocole, il y a quand même l'utilisation du point médian. Donc, on conclut que la revue est plus portée sur le point médian que sur les doublets fusionnés, mais il n'y a aucune autre indication que ça.
dans cette émission. Non, c'est que c'est un petit gros dans la file d'attente, donc il fallait que je revienne sur le. Donc, on voit beaucoup aussi apparaître, enfin, à l'occasion apparaître les traits fusionnés dans les notices biographiques, ce qui suppose aussi que c'est la personne qui se désigne comme ça et que la revue le reproduit. Donc, telle personne, on voit comme Moyel en parenthèse, et d'auteur c'est doctorant.e. STL met des faux pronoms et un artiste lexiculaire également connu comme Yel est également connu comme auteuriste et réalisateuriste. On va dire que j'en ai tapé d'autres dans ce genre de choses. BO, là c'est Yel, est auteuriste, chercheur E. Et là, évidemment, si on vous met le féminin chercheur E au lieu de chercheuse, ben on ne peut plus faire de fidélité, donc il y a d'autres types de E que je fais. Et professeur E adjoint E. Donc, il y a ce type d'apparition-là. Il y en a dans les préfaces de numéros, ce qui me laisse penser que ça fait des directions de numéros. Je me réjouis que plusieurs des autoristes aient pensé à été rendus haut. Ça s'est fait tout seul. Nous avons indiqué les autoristes à parler de ce qu'est les QM. Bon, les étrangers pédagogiques font des autoristes qui composent la section 2. Donc, là aussi, bon, on est en usage, mais c'est carré dans les sections d'articles, les sections de assez si. Il y a parfois d'autres, quand je vous parlais d'intersectionnalité, je pense qu'on a un bon exemple ici. Alors, je m'appelle, je ne dis pas son nom, et je fais partie de la communauté coloniale de peuplement québécoise, blanche et francophone. J'avoue que je n'ai pas pu former comme ça, j'ai trouvé ça intense. J'ai grandi le long de la Tenagabino-Zibi, la Gatineau, dans le territoire concédé des Anishinaabe. Ce territoire connu sous le nom actuellement connu, actuellement, sous le nom de Gatineau. Je vis maintenant en tant que personne non invitée. Je n'ai rien à dire là-dessus. Sur les magnifiques terres non cédées de la nation, dans la ville qui est actuellement connue sous le nom de Sensebo, en quelque cas. Donc, cet aveu de non-droit d'être ouvrier et ouvrier, non, oui. Ça a évidemment une influence sur toute sa façon de communiquer, d'écrire, interdit de rire dans la présentation. Alors, Arnaud l'a bien dit tout à l'heure, les linguistes, qu'est-ce qu'on fait en ce matin? On observe et le soir, on décrit. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe exactement? On décrit avec un E? Pardon? C'est avec un E, décrit. Décrit. Ah, décrit, hein. Ah, décanté. Ah, décrier. Non. Ah, non, Ah c'est non, pas ça. décrit. Ah, d'accord. Mauvaise langue. Donc, Mauvaise langue. je suis lancé à la recherche de rêves d'un système d'une quelconque homogénéité par ces innovations, parce que faire émerger des règles, ça permet de voir qu'il y a quelque chose vraiment qui est en train de s'installer et qui va pouvoir être expliqué, appliqué. Bon. Alors, on se lance. Selon les articles, certains titres sont fusionnables, d'autres non. Alors moi, j'ai fait ma recherche sur chercheuse. Et là, en regardant dans mon corpus d'auteuristes, je compte sur chercheuses et chercheurs. Je me suis dit, tiens, pourquoi après auteuriste et éditoriste, chercheuse et pas fusionnée? Donc, peut-être que ces personnes-là préfèrent les euristes, mais que les heureuses de leur conviennent pas. Bon, premier petit problème de cohérence, enfin d'homogénéité pour la suite. On alterne parfois entre doublé fusionné, doublé complet, doublé abrégé. Alors là, j'avoue que j'ai une difficulté à suivre. Cette dimension se concrétise particulièrement dans le geste de production d'œuvres d'auteuristes autochtones éracidées et racisées. Donc là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis de point médian pour raciser puisqu'on utilise des points médians plus bas? Et là, plus bas, on nous dit la traduction d'autrice et d'auteur. Pourquoi est-ce qu'on utilise que auteuriste cette fois-ci? Mystère. Issu, là, tiens, les points apparaissent sur les points de minorité lexique. Donc là, à l'intérieur de quelques lignes, j'essaie de trouver une paiement, je n'en trouve pas. Et là, je comprends que la créativité est reine dans ce genre de domaine, mais pour la linguiste en moi, c'est d'ici à je comprends. Certains néologismes inclusifs n'apparaissent
convention, dans une citation, ou encore, mais dans une revue de traduction d'État. C'est ce que l'on peut voir, donc, justement, dans le sujet. Il cite de Schwab Nostal, je n'ai pas non plus recours, bon, Colin Nostal, qui, en traduisant, explique que elle n'a pas utilisé autorisme, traductrice tout seul, mais que, parce qu'elle a fait sa traduction en 2021, mais que si elle l'avait fait en 2023, peut-être qu'elle l'aurait fait. Donc, elle remarque qu'elle-même une évolution dans l'arrivée de ce genre de néologisme. Alors, normal, on est dans une revue où on réfléchit sur la langue et on utilise les mots entiers. Toujours dans une revue portant sur la langue, donc on n'est pas étonné, comme je viens de dire, que ce soit en option. On nous dit de nouvelles appellations mixtes pour remplacer la monsieur. Frère ou Adèle, il faut remplacer par ça, les voyez sur l'entrée, c'est heureux, apparaissent dans l'usage, bon, on parle pas non tout. Et là, dans le même texte, donc on a la spécialiste de la production qui parle des mots, des néologismes qu'on voit apparaître. Elle nomme actrice et auteureuses. Continue en citant Alcott, donc l'inglise de la Sorbonne, études à la Sorbonne, qui donne d'autres types d'inclusivité possibles. Et on nous donne l'exemple, on est une auteuriste prolifique, et elle, quand elle écrit, dit bien qu'il soit possible dans certains cas qu'un nul autel. Donc là, cette personne qui est censée avoir le recul de nous parler des innovations possibles nous présente auteuriste, mais utilise elle-même autel. Donc là, j'essaie encore de trouver et lecteur, qui ce choix leur a fait, je ne peux pas obliger le lecteur à s'adapter constamment. J'en ai dit que dans son article, une indication de sa préférence, préfère aussi au tag qu'auteuriste. Entre nous, ça me semble infini, ça me semble plus là. Mais pourquoi tout d'un coup, le propos, l'objet de son discours est différent de son discours lui-même? Là, j'ai l'impression aussi qu'il faut la faire. Donc, je me pose la question de base, est-ce qu'on peut communiquer sans normes? Est-ce que chacun peut décider de la façon dont il va utiliser la langue? Florence Ashley, que vous connaissez sans doute, a écrit sur la question, je trouve un texte très, très utile, très intéressant, parce que je crois vraiment, non, ça je suis pas long. Propose toutes sortes de façons d'écrire de façon inclusive et finit par rédiger en disant, pour avoir une chance de succès, toute tentative de faire reconnaître le français neutre devra proposer une vision systématique du genre grammatical neutre, ce qui est absolument pas le cas en ce moment. Force est de croire qu'une personne non binaire ne pourra pas choisir parmi un ensemble de pronoms neutres, ni opter pour l'alternance d'accords à la place des accords neutres. Alors, d'après son discours, j'enlève de son texte, les personnes non binaires fuient une binarité, fuient une obligation d'être dans un camp ou dans l'autre, voudraient pouvoir créer leur camp, et là, vont se faire mettre dans un troisième camp, parce qu'on devait avoir un camp par personne ou un camp par envie du jour, disons. Elle constate qu'on voit déjà la même chose en anglais. Et bon, le fait qu'on voit dans les langues, effectivement, ça prouve que c'est un phénomène social et que l'angle de linguistique, je pense que l'angle socio-linguistique peut être utile. Et donc, cette restriction en anglais fait que certains bonhommes non binaires composés sont en train de disparaître. Je pense qu'on le retrouve pleinement en français avec l'entrée de Yel dans l'horaire, qui a eu deux effets importants. D'abord, d'affirmer qu'il nous faut un œuvre en français, c'est la position du Robert, en entrant Yel, comme le disait Mireille, sans nous dire pas faire avec, mais en nous disant voici, le neutre sera Yel, et en éliminant tous les autres. Donc, il, al, a, il, toutes les autres propositions disparaissent, et en disant oui pour le neutre, mais oui pour un seul neutre. Donc, il nous faut une norme pour écrire. Et je pense que on n'en est pas là du tout avec l'écriture inclusive. Donc, l'autre débat amené par Florence Ashley
est-ce que la langue est un malgré Florence Haché, la langue est-elle un bien commun, un bien individuel ou le fruit du patriarcat? Alors, je pense qu'il va falloir, on pourrait commencer par là dans les débats, que ça permettrait d'alléger la suite, puis d'apaiser la suite. Florence Haché écrit en fixant des règles pour le français neutre, donc on a dit cette parole d'or ici. Est-ce qu'on tente de fixer, de régulariser et de normaliser les identités non binaires? Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On pourrait penser que l'idée même de systématiser, de fixer le français neutre revient à céder à l'impétueuse de la pensée linguistique patriarcale, inaugurant un renouveau de la domination d'institutions telles que l'Académie française, l'Office québécois de la langue française et de nouveaux mots toujours aussi conservateurs, l'oppression sexiste mettant en place. Bon, je n'ai pas vocation de défendre l'Académie Johnson-Lagdin-Garard, mais l'Office québécois de la langue française, comme organisme dominant, on pense pas. Disons que ça. Ils n'occupent pas très bien cette chaise. Donc là, on essaie de trouver des ennemis, des autorités dominantes. Je pense pas que l'Office puisse entrer là-dedans. Et les journaux, ben, ils ont d'autres types de contraintes dont nous reparlerons en d'autres jours. Mais, Ashley précise, c'est pour ça qu'on a écrit les médias, aucun de ces textes en français neuf envoyés à un journal québécois n'a été publié sans être préalablement altéré pour respecter le français standard genré. Je sais pas s'il existe un français standard non genré, mais il est évident que des contraintes dans les journaux qui ne sont pas les mêmes contraintes de d'autres types de discours et la féminisation de l'ensemble des journaux aussi. On parle des électeurs, on parle des électeurs, des électrices, à moins qu'on cite un politicien, une politicienne. Donc, ça fait partie de la visibilité des contraintes de ce type de discours-là. Hein. Ça ne semble pas adéquat là, mais il faut quand même se poser la question dans quel type de discours est-ce que l'écriture inclusive serait bénéfique. Alors, je vous montre quelques réactions. J'en ai pris de 3 jours, dont à travers la presse de devoir, je ne dirais pas que je suis pas équitable. Ce sont trois journaux où des chroniqueurs ou des s'expriment sur la question. Bon, Sophie Durocher, on n'a pas besoin de lire pour savoir ce qu'elle pense. Je pense que c'est le cas. Mais en fait, ce que je trouvais intéressant dans son coup de gueule, c'est qu'elle s'en prenait au Salon du Livre de Montréal. Et donc, ça prouve quand même que cette écriture inclusive est en train de gagner des organismes grand public, relativement. Et donc, elle était étonnée de voir qu'elle était visiteuse curieuse. Ah, c'était aussi la première fois que je me faisais dire que j'étais une auteuriste rencontrant des lecteuristes, des gens que je trouve moches de l'autrice. Bon, il y a de l'émotion, mais il y a de la réaction face à une nouvelle langue qu'on tente de lui imposer et qu'elle refuse, à laquelle elle refuse d'adhérer. Donc, on va de façon plus nuancée, je dirais. Chez Daniel Gérard, qui est sorti en avril 2025, un texte qui est passé relativement sous la lance, qui m'étonne un peu. Il s'étonnait de voir la Ligue canadienne des compositeurs devenir la Ligue canadienne des compositables sans que ça fasse parler. Donc, un petit encadré en haut, je l'ai pris sur le site de la Ligue, qui a encore le logo des compositeurs, mais on peut y lire la Ligue canadienne des compositeurs fondée en 1951, est un organisme national dirigé par des compositeurs pour des compositeurs, mot qui en avait dans le cas dictionnaire. Moi que je considère le dictionnaire en temps, je l'explique dans les dictionnaires plus traditionnels, disons. Donc, il écrit la Ligue canadienne des compositeurs a décidé de prendre des devants en matière de langue inclusive, car habilitant que l'Académie française et l'Office québécois de la langue française s'opposent fortement à une réforme du français pour les langues plus. Alors, on les prend encore en modèle de frein pour l'évolution de la langue, et je suis étonné qu'on ne parle pas de la langue française dans le bureau des débats. Je comprends pas pourquoi c'est évidemment un symbole fort pour parler de langue. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est le paragraphe conclusif de son article. Tout en ayant un souci pour l'inclusion, j'en ai également un pour la langue française. Et là, est-ce que ces deux préoccupations sont compatibles?
De quel droit un organisme s'autorise-t-il à inventer un mot et à le glisser dans la langue française? Qui devrait se charger devant la langue française plus inclusive? Allons-nous avoir bientôt droit aux mots acteur, danseur, chanteur? Et si oui, quelles sont les chances pour ces mots s'installer dans notre langue? Ce sont des questions qui me préoccupent. Donc, c'est un journaliste donc, qui a comme matière première la langue, qui se préoccupe de la direction que prend la langue, mais qui se préoccupe aussi de la diversité, qui demande comment est-ce qu'on peut marier tout ça. Et enfin, Patrick Monbeau dans Le Devoir, qui défend Jean-François Robert, qui est un peu tâche facile, qui défend sa sortie de l'automne dernier et qui dit que des chercheurs, administrateurs, professeurs, fonctionnaires veulent utiliser dans leur conversation privée des mots inventés, tous les mots ont un jour inventés, tels que cellule, le clitoris, yel et tous, c'est leur voix. Ils ont même la liberté de croire que cet usage finira par l'emporter. Donc, on voit bien qu'il est contre, mais il veut quand même faire la distinction entre la langue privée, la langue militante, la langue dans certains lieux, dans certains discours, et la langue publique, la langue gouvernementale. Et il dit d'autres ont évidemment le devoir eux aussi destiné qu'il ne s'agit que d'un effet de mode et que ces fantaisies disparaîtront de la langue aussi rapidement qu'elles soient battues. Donc, on voit trois réactions d'utilisateurs de la langue avec des nuances et des émotions plus ou moins clairement exprimées. Mais on voit quand même on voit en fait assez peu de réactions favorables dans les médias. Et bon, comme je vous disais, oh non, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais moi, ce que d'abord retenu mon attention, je pense que je l'ai dit, c'est de voir apparaître ces formes et ces pratiques non normalisées dans des textes scientifiques. Bon, peut-on être à la fois chercheur et militant? La question s'est posée. Lui, ils ont foi, les articles là-dessus, tout va bien. Qu'est-ce que le militantisme en recherche? Généralement, quand on se demande que ton être chercheur ou militant, c'est ce qu'une cause peut affecter notre analyse d'un phénomène, et donc ça touche actuellement plutôt le contenu. Là, on est dans un militantisme particulier qui touche la forme. Alors, évidemment, j'avais une définition, donc j'ai pris cette définition de militantisme de deux chercheuses qui ont travaillé sur le droit et les sciences algériennes, et je trouvais que ça s'appliquait très bien à la langue. Donc, le militantisme s'identifie par deux balises principales, celle de l'action sociale pratique et celle de l'engagement par ordre d'une cause, laquelle révèle les relations de pouvoir en place. Donc, la relation de pouvoir est là. On le voit quand on se cherche des ennemis et que c'est la Académie française et l'Office qui ressort comme ennemi à combattre, les mêmes inexacts pour Florence Ashley. Bon, mais la langue, pour les linguistes, pour les littéraires, pour les traducteurs, en fait, a cette caractéristique de recourir à son objet d'étude pour s'exprimer. Donc, est-ce qu'on peut étudier les rectifications de l'orthographe ou l'accord des participes passés, faudrait demander à Mireille ce qu'elle a fait, sans appliquer les résultats de ses recherches dans sa propre écriture? Si on considère qu'il fallait réformer l'orthographe, est-ce qu'on peut écrire avec l'orthographe traditionnelle? Est-ce qu'on peut ne pas réformer l'accord des participes passés si on considère que c'est une aberration, de passer tant de temps, de perdre autant de temps à l'école à enseigner l'aberration? Donc, comment on fait pour harmoniser notre réflexion, nos découvertes, ce qui nous semble des évidences et notre utilisation de la langue? Quand on est spécialiste de ces questions, est-ce que c'est possible de prétendre écrire de façon neutre, objective, scientifique? C'est bien connu chez les linguistes, en tout cas chez moi c'est clair. Si vous me parlez, je vais assez peu écouter ce que vous me racontez, mais je vais beaucoup m'attarder à comment vous racontez et aux mots que vous utilisez pour raconter. Donc, forcément, quand j'écris, à chaque fois, je me dis, bon là, je viens de choisir mon camp, involontairement ou non, mais je viens de prendre parti. Par exemple, si je veux parler des auteurs au masculin, je fais quoi? Si je veux parler d'une femme qui écrit au singulier, je fais quoi? Est-ce que je me lance dans l'autrice parce que le monde a changé en 2017 et que tout le monde a décidé que c'est l'autrice?
j'ai décidé de garder auteur. Est-ce que c'est un drame? Est-ce que je ne suis pas le mouvement et donc je viens l'écrire d'une façon personnelle et donc à chaque fois que j'écris, je sais ma position sociale en plus de signer le texte ne porte absolument pas là-dessus. On parlait de professorat tout à l'heure. C'est déjà arrivé que dans un texte publié en France, on avait écrit, j'ai vu avant ça Nadine Vincent, professeur R, et j'ai pas commencé à commenter longtemps. J'ai dit, je suis québécois, j'ai écrit le professeur final. Donc là, on débat pas de réussite, on débat de variation et on débat de valeur de société, de position, de décision de société, le fait que ce n'est plus discutable. Mais là, on disait tout à l'heure, la langue est instable, la langue est en constante mutation. Où est-ce qu'on en est en ce moment dans la mutation de la langue avec ces formes-là? Je ne sais pas. Moi, j'écris au masculin générique. C'est pas compliqué. Je suis une femme. On me le reprochera beaucoup. J'ai des collègues à l'université qui sont terrorisés, qui ne savent plus comment écrire, qui veulent juste plus faire pas avoir de débat, pas se faire faire de reproches, mais c'est pas ça le propos de leur... Pas ça le contenu de leur propos, mais ils se retrouvent pris dans le fort. Et j'ai d'autres collègues masculins qui ont adopté à une vitesse qui, moi, me terrorise, l'illusion de personnes partout. Donc là, les personnes étudiantes, et là, il me dit, j'ai engagé une personne étudiante. Est-ce que cette personne est non-bilingue? Sinon, pas que je ne suis pas une étudiante. Je suis chrétien, je suis une femme qui utilise le elle. Donc, et cette langue qui me semble administrative, vous en faites ce que vous voulez, c'est un mot qui me semble un peu pas là. Et devient de plus en plus courante dans le langage commun, et donc c'est un peu étonnant. Mais bon, bref, quand vous écrivez, vous prenez position que vous voulez ou non, et je pense qu'on ne peut pas se réfugier, il n'y a pas de réponse sécuritaire. Alors, je vous disais tout à l'heure que c'était une infime partie des textes d'érudits qui étaient touchés. C'est quand même encore sous le radar pour la majorité de la population. Pourquoi est-ce que des emplois si marginaux, en marge de la marge, font pas réagir? Sans doute parce qu'il y a une question d'identité. Je pense pas que la part du participe passé soit aussi terriblement ressentie, à part de toucher par la langue. Après, c'est pas pour l'accord humain que je pense qu'il y a des problèmes. Parce qu'on propose de complexifier la langue plutôt que de la simplifier. Par exemple, l'éducation et le parti passé, on essaie de simplifier les choses. Parce que les revendications ne sont pas homogènes. Si on disait, voici un nouveau système, vous êtes pour, vous êtes contre, mais moi, il y a une cohérence, ça serait plus facile à appliquer. Et parce que là, on touche les pronoms, on touche les accords, on touche beaucoup de choses à l'avant. C'est pas de... C'est pas minable comme modification. Et donc, je pense que ça aussi, c'est une trop grosse réforme pour que ça passe facilement. Eh ben, c'est une réforme non finie de toute façon. Bon. Mes amis Vézina Gagnon, donc, qui étaient sur le militantisme en recherche, faisaient aussi des nuances entre le militantisme et l'activisme. Donc, il disait, au fin de notre réflexion, nous nous concentrons sur les activités militantistes qui s'attaquent aux remparts de pouvoir corps, défis de statu quo et même en lumière les problèmes sociaux les plus criants. Et donc, comme je vous disais, parler de droit et de sciences infirmières, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent aller ici. Peut-être précarisation, sûrement marginalisation, stigmatisation, discrimination. Et donc, je pense que quand on utilise l'écriture inclusive et comme biologique surtout, on est plus dans l'activisme encore que le militantisme. Et là, vous pouvez faire un écho au thème de la journée. Est-ce qu'on peut se faire justice soi-même? Je pense qu'on en est là. J'ai beaucoup aimé, je suis tombé par hasard sur ce texte de Juliette Bourbeau qui a beaucoup réfléchi à ça, et qui, elle, disait qu'il faut faire attention parce que là, on a voulu imposer des nouvelles formes, et ces formes sont en train de s'implanter. Si elles s'implantent, elles se banalisent, notre lutte aussi. Donc, l'écriture est plus explicite d'une chose, mais c'est pas une formule magique. Et là, si c'est trop banalisé, il faut trouver autre chose pour brasser la pichette. Donc là, c'est une militante
avoué, qui cite d'ailleurs Jules Bazar, qui écrit « Les métaphores perdent leur force métaphorique lorsqu'elles se figent en concept avec le temps et en redeviennent de cas subversives. Elles courent toujours le risque de devenir des clichés usés à force d'être répétés. » Donc là, on a des militants qui disent « Bon, ok, on s'est lancé là-dedans, on a pensé à la Chine, mais là, la Chine accepte trop nos rébellions, il va falloir trouver autre chose si on veut continuer à s'exprimer. Pour moi, je vais alléger, c'est à peu près ce qu'elle dit. Il faut toujours prêter attention aux différentes significations politiques de nos propres pratiques. Pour retrouver une force d'interpellation, il serait nécessaire de se décaler à nouveau afin de réintroduire une nouvelle hétérogénéité dans l'espace public qu'est la langue. Donc là, je peux, avec ça, comprendre pourquoi je ne trouve absolument aucune homogénéité, je ne dirais pas grande, c'est en tout cas, aucune homogénéité dans les applications de l'écriture inclusive. Alors, je termine moi aussi en citant Eugène-là. Est-ce qu'on peut être à la fois chercheur militant, voire activiste? Il écrit, il dit, en fait, c'était dans le calcul audio, le chercheur doit se garder d'imposer à son auditoire, du haut de sa chair, une quelconque prise de position. Il doit montrer ses données, donner sa confusion, devoir répondre aux questions qu'on lui pose. Une cause ne doit pas nous aveugler, nous porter à aller dans une direction plutôt que l'autre. Je ne veux pas dire, pas nous prendre. Merci.